C'est parti. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de mes pires erreurs en tant que manager sur mon parcours de manager. Ok, pourquoi? Ça c'est le jeu. Souvent, aujourd'hui, je démarre mes formations comme ça, j'explique que dans mon parcours, et c'est l'origine de Dévotion, j'ai eu des réussites, bien sûr, j'ai eu des galères, comme tout le monde, comme les coiffeurs que je rencontre aujourd'hui, j'ai eu des échecs, et si j'ai créé Dévotion, c'est justement pour que les managers, gérants, coiffeurs, évitent ces erreurs. Et je trouvais ça assez intéressant aujourd'hui, plutôt que de dire « j'ai fait des erreurs dans mon parcours, donc j'ai appris », c'est de les partager. Et du coup, à travers ça, forcément, donner des tips, parce que je suis sûr qu'il y a plein de managers qui vont regarder cette vidéo et qui vont se reconnaître, j'imagine, dans ces choses. Alors, en tant que manager, du coup, je pense que souvent, le sujet, c'est que on imagine qu'on a des ambitions pour soi et que celles de nos collaborateurs seront les mêmes. Est-ce que pour toi, ça a été un sujet dans ta carrière? Très important. C'est vrai que moi, dans mes débuts de manager, je pensais que tous les gens que j'ai rencontrés étaient comme moi. C'est-à-dire qu'ils voulaient évoluer, ils voulaient développer, ouvrir des salons, etc. Donc je projetais mon ambition sur eux. Et donc parfois j'avais presque du mal à les comprendre. C'est-à-dire je comprends pas pourquoi ils y vont pas comme moi, ou je comprends pas pourquoi ils sont pas contents quand je fais ça, ou quand on fait ça. En fait, je l'ai compris après, c'est que aujourd'hui chaque personne est différente, forcément. Et que chaque personne a des motivations différentes. Il y a des gens qui sont motivés davantage par l'argent, certains par la formation, certains par leur métier, certains veulent travailler dans des salons avec des ambiances sympas, certains aiment leur poste, ils n'ont pas forcément envie d'évoluer, et c'est ok en fait, on peut aimer son poste, être bien là où on est, être en phase avec soi-même et ses projets de vie, et c'est ok. Et donc, pour moi aujourd'hui c'est ça qui est fondamental, c'est de comprendre déjà que chaque personne est différente, chaque personne a des motivations différentes, et qu'aujourd'hui, ces différences de motivation dans une équipe, ça crée une force. Et aujourd'hui, je dirais que ces différences dans une équipe de motivation, c'est une force, oui, et c'est aussi donc une complémentarité. Et pour moi, aujourd'hui, notre devoir en tant que manager, c'est au moins 2 fois par an de faire le point avec l'ensemble de notre équipe sur leurs motivations, leurs besoins, leurs ambitions, parce que oui, c'est pas parce qu'en janvier ils ont certaines ambitions qu'en juin elles n'auront pas changé ou qu'en décembre elles n'auront pas changé. Donc faire le point régulièrement avec ses collaborateurs sur leurs motivations, pour moi ça me paraît essentiel. Et puis surtout de travailler avec leurs motivations et en faire des forces. Et surtout lui laisser le temps de répondre. Aujourd'hui souvent c'est quelles sont tes motivations? On attend une réponse presque imminente. Alors que je suis persuadé que tiens, si on faisait un test et que là derrière cet écran ils se demandaient mais tiens mais moi qu'est-ce qui me motive au quotidien professionnellement? Déjà et dans la vie de manière générale, je suis sûr que pour la plupart, il nous faut au moins 10 minutes, un quart d'heure, peut-être pas autant, mais pour se dire, ah oui, c'est ça qui me motive vraiment. En fait. Ça pour moi c'est fondamental, de faire le point avec son équipe et même avec soi, et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui me nourrit au quotidien professionnellement? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est d'apprendre des choses? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'évolution de carrière? Et dans ma vie privée, qu'est-ce qui me motive aussi? Et donc, tu voulais nous parler un petit peu de recrutement? Oui, absolument. Une des erreurs, recruter par défaut. Se dire, oui, effectivement, on a besoin d'un collaborateur supplémentaire. On sait aujourd'hui que c'est un problème dans la coiffure et qu'on n'a pas beaucoup de choix. Et du coup, de faire des recrutements par défaut. Se dire, tant pis, ça ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, ou techniquement, c'est pas bon. Mais tant pis, j'ai pas le choix, donc il faut que je recrute. Le premier conseil que je vais donner, c'est, si tu sais pas, tu prends pas. Moi, les recrutements où je me suis dit, on verra bien, souvent, c'était pas forcément les meilleurs recrutements. Donc comme je dis aujourd'hui, si tu sais pas, tu fais pas. Ensuite, la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un dans son entreprise qui n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise ou qui techniquement n'est pas à la hauteur, on envoie un message négatif à son équipe, comme quoi on accepte quelque part l'à peu près dans l'équipe. Et pour moi aujourd'hui, c'est nuisible pour son équipe qui va se dire mais aujourd'hui on accepte ça. Et moi, on vient me demander d'être performant. Donc aujourd'hui, si je sais pas, je fais pas. Et 2, je pense aussi à l'impact et le message que je vais envoyer à mon équipe actuellement. 3, c'est aussi à travers ça forcément l'impact sur la clientèle. Et ensuite, pour moi aujourd'hui, il y a une règle d'or aussi, si on veut manager facilement, entre guillemets, ou bien manager, faut recruter. Et je dirais que bien recruter, c'est bien manager. Ton conseil, plutôt que de recruter par défaut, ce serait quoi? Moi je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, dans la mesure du possible, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, des fois les charges de l'entreprise ou de la structure nous obligent à recruter du personnel. Mais dans la mesure du possible, si on peut faire moins mais mieux, oui ça fonctionne. Le moins mais mieux, ça fonctionne aussi avec le recrutement. Et plutôt adapter ma charge de travail, mon rythme de travail, la structure de mon entreprise pour que ça corresponde et que ça puisse fonctionner, plutôt que de recruter par défaut, ça c'est sûr. Et est-ce que tu aurais des conseils aussi pour améliorer ton recrutement en fait? Moi j'ai une phrase, tu as 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Donc je dirais que dans les entretiens,
On doit poser un maximum de questions ouvertes aux futurs prétendants, je dirais, au poste, pour comprendre déjà pour moi son mode de fonctionnement, c'est quoi son état d'esprit, parce que ça, quelque part, c'est ce qui est le plus difficile à changer ou à faire évoluer. Et ensuite, le technique. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, la priorité sur un recrutement, c'est déjà de le faire parler un maximum, poser que des questions ouvertes, et écouter 2 fois plus que l'on parle, de valider l'aspect savoir-être, vision des choses, et ensuite, le savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça se forme. Il y a ce qu'il faut en formateur. Business et technique. Coupe et tout. On a des références. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de, justement, quand tu recrutes par défaut, bah, parfois, justement, tu arrives dans des situations où tu as des personnes qui sont destructrices dans le groupe. Comment tu gères ça? Alors oui, une des erreurs aussi que j'ai fait, moi, dans mon parcours, c'est de me focaliser et d'adapter mon comportement à un collaborateur qui est, entre guillemets, détracteur. Quand je dis un collaborateur qui est détracteur, c'est quelqu'un qui ne va pas aller dans le même sens que l'entreprise. Et pour moi, il y a, entre guillemets, 3 profils, généralement, dans les salons, ou dans les entreprises, quelles qu'ils soient. Il y a d'un côté les leaders, ça va être des gens qui vont être assez moteurs et qui vont avancer tout seuls. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les suiveurs, donc qui vont quelque part suivre une direction, aller dans un sens ou dans un autre. Et ensuite, on a les détracteurs. Effectivement, c'est ceux qui vont souvent à contre-courant. Comme je dis, il ne faut pas se tromper dans l'interprétation et sortir de cette vidéo en disant « Ah bah oui, lui, les détracteurs, c'est un problème ». Non, non, parce que dans les détracteurs, il y a des gens qui veulent volontairement nuire. Mais il y a des gens aussi qui vont remettre en question les choses. Et souvent c'est ok, on va faire ça, mais pourquoi? Mais pourquoi on fait ça? Parce que du coup il y aura un impact sur ça. C'est des gens qui vont remettre en question ce qu'on va faire ou ce qu'on va dire. Et ça, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est des gens qui vont nous faire avancer. Donc ne faisons pas d'amalgame entre un détracteur qui va chercher à nuire et quelqu'un qui remet en question les choses. Et comme je le dis moi souvent, j'aime bien les gens qui sont pas d'accord parce qu'au moins ça challenge, on cherche des explications, on réfléchit sur ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, on prend les idées de l'autre et en fonction de ça on construit. Et donc pour moi il y a vraiment cette démarche là, c'est de se dire ok, la première chose déjà c'est que si j'ai quelqu'un qui est détracteur volontairement dans mon équipe, je vais pas m'adapter à lui et changer mon comportement avec les autres. De manière très factuelle, j'organise un événement avec mon équipe, j'invite tout le monde, on va à une super soirée, toute l'équipe nous remercie sauf une personne, et du coup on se dit bah tu vois, lui il m'a pas dit merci, donc c'est terminé, je le ferai plus. Et c'est souvent ce que je vois malheureusement aujourd'hui dans les salons avec les managers que je rencontre. Ils disent ok, mais moi, mon équipe elle m'a fait ça. Mais attends, ton équipe, quand tu parles de ton équipe, tu parles de toute ton équipe ou tu parles d'une personne? Et 90% des cas c'est une personne. Ne changeons pas notre comportement, notre attitude envers toute une équipe pour une personne qui n'a pas eu l'attitude ou le comportement qui est cohérent. Et autre chose, si on a quelqu'un dans son équipe qui n'est pas d'accord quelque part avec la direction que l'entreprise prend, c'est pas grave en soi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se séparer. Alors souvent la question après c'est comment on se sépare. Et après bon, il y a d'autres démarches, on pourra en reparler. Mais... Donc voilà, si on a quelqu'un de détracteur dans son équipe, déjà s'assurer, est-ce qu'il est vraiment nuisible et il fait en sorte de nuire à l'entreprise, ou est-ce que c'est quelqu'un qui remet en question les choses? Première chose. La deuxième, c'est de ne pas changer son comportement envers toute l'équipe pour une personne qui n'est pas d'accord avec ça. Et la troisième, c'est de se dire, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, il faut juste le verbaliser et chercher la solution avec cette personne. Et ça, tu l'abordes un petit peu dans tes formations? Oui, bah, tout ça, c'est ce qu'on voit dans la formation Je communique avec mon équipe, effectivement, à travers quel outil. Et il y a un processus, en fait. Souvent, il y a un problème avec un collaborateur, détracteur ou pas, les choses s'accumulent, on les met entre guillemets sous le tapis, on dit ah bah non, ça c'est un problème, allez, je le mets là, dans un coin, je le mets là, un autre problème, je le remets là, puis au bout d'un moment on est comme ça, on reçoit le collaborateur, on explose, le pauvre, il se prend une rafale, il comprend même pas ce qui se passe finalement, parce qu'il a même pas conscientisé tout ça, et donc pour éviter ça, oui, il faut mettre en place des processus. Déjà au quotidien, il y a des outils de management qui permettent de communiquer avec ses collaborateurs, faire des feedbacks, instaurer de la communication pour éviter que le vase se remplisse et qu'à un moment donné ça déborde. Ça s'apprend, c'est des méthodes. Il y a des tempos où on se dit bah tiens j'ai un problème, là j'ai une première intervention, une deuxième intervention à telle date, une troisième intervention à telle date, et au bout d'un moment, oui, si on n'arrive pas à trouver la solution, il faut se séparer. Mais c'est pas du jour au lendemain, ça se construit, ça se prépare, ça s'anticipe. Mais le problème c'est que imagine que ce collaborateur nocif, il fait du chiffre. Effectivement, ça fait partie de mes erreurs aussi, c'était d'avoir peur de se séparer d'un collaborateur nocif. On ne parle pas d'un détracteur, on parle de quelqu'un de nocif. Nocif, ça se traduit comment? C'est que ça nuit à la sécurité de l'entreprise, donc ça nuit à la clientèle, ça nuit à l'équipe, moralement, psychologiquement, et puis bien sûr, sur nous en tant que manager. À un moment donné, si nous on va pas bien, ça se retransmet obligatoirement sur l'équipe. Donc effectivement, l'une des erreurs à ne pas faire, c'est d'accepter quelqu'un de nocif dans l'entreprise, ou d'avoir peur de s'en séparer, parce que son chiffre d'affaires est là. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut être prêt, et conscient, être en mesure de dire à son collaborateur aujourd'hui, effectivement, c'est génial, tu fais un super chiffre. Par contre aujourd'hui, le comportement que tu as vis-à-vis de l'équipe, de la clientèle ou de moi-même, c'est pas acceptable.
Donc c'est soit tu changes ton comportement, soit malgré les belles performances que tu as aujourd'hui, il faudra qu'on se sépare. Et ce qu'on a pu observer dans des salons qui ont eu le courage de le faire et qui le font et qui aujourd'hui le font, c'est qu'en fait, quand on se sépare de ces collaborateurs-là, les autres collaborateurs qui sont là prennent leurs aises, sont plus confort, prennent plaisir à travailler, et généralement, entre guillemets, la perte de chiffre d'affaires que ça va occasionner se répartit sur l'ensemble de l'équipe. Et je dirais que bon an mal an, entre le coût du salaire du collaborateur qui est parti, le transfert de clientèle sur les autres collaborateurs et le confort gagné par l'ensemble de l'équipe, on s'y retrouve. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui peut arriver de pire dans ces cas-là, c'est de perdre les bons collaborateurs qui ont des bons comportements positifs, qui ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. On les perd à cause de personnes qui sont nocives, sous prétexte qu'il faut du chiffre. Et protégeons-nous et nos collaborateurs de ça. Mais il faut le verbaliser, comme je l'ai dit à l'instant. Ça rejoint un peu ce que tu disais auparavant, le savoir-être et le savoir-faire. Et oui, effectivement, il y a un élément là qui est important de rappeler, c'est que parfois ces gens-là vont créer un climat dans une équipe qui sera mauvais, et si on ne veille pas au quotidien, de manière individuelle, à ce que chacun puisse exprimer ça et se sente bien dans l'entreprise, ça peut vite polluer une équipe et là pourrir, si je peux exprimer ce mot-là. Et donc le meilleur moyen de s'en préserver, c'est les entretiens individuels avec chacun de ses collaborateurs de manière régulière pour s'assurer qu'ils se sentent bien dans l'équipe, qu'ils puissent au moins exprimer s'ils rencontrent des difficultés au quotidien, qu'on puisse les écouter et trouver des solutions avec eux. Donc le meilleur moyen d'éviter une pollution générale dans une équipe, c'est de faire de l'individuel pour désamorcer les éventuels conflits, les éventuelles problématiques. Et toujours au même rythme, tous les 6 mois ou plus rapide? Moi je dirais aujourd'hui les entretiens individuels avec les collaborateurs, c'est tous les mois, à 30 minutes. Okay. Donc je sais qu'il y en a qui vont faire des bons derrière, mais aujourd'hui, il y a toujours un rapport qui pour moi est fondamental, c'est de se dire, quand on perd un collaborateur, mais combien de temps pour en récupérer? Calcul. Okay. Et puis aujourd'hui, il faut savoir semer pour récolter, et puis je tiens à préciser qu'aujourd'hui, passer une demi-heure par mois avec chacun de ses collaborateurs, moi c'est minimum déjà qu'on leur doit, ça représente moins de 1% du temps d'un manager qui fait 35 heures par semaine, ou 30 heures. Donc en fait, 1% du temps, c'est 30 minutes avec chacun de ses collaborateurs. J'ai un collaborateur, c'est 1% de mon temps. J'en ai 2, ça fera 2% de mon temps. J'en ai 3, ça fera 3% de mon temps. Donc c'est proportionnel. Et aujourd'hui, prendre du temps pour manager, c'est le métier d'un manager. S'il n'en prend pas, c'est pas le job. Parce que c'est pareil, les entretiens individuels, aujourd'hui, pour moi, il y a plein de mauvaises façons de les faire, et ils sont souvent, entre guillemets, mal utilisés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la méthode. Et un entretien individuel, il y a des méthodes. Il y a un rythme. Dans le temps imparti, il y a une répartition des rôles, et tout ça, il faut le savoir, il faut le connaître, pour l'appliquer et être à l'aise dans ce genre d'exercice. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont pouvoir dire aussi, oui, mais moi, attends, j'en fais un, une fois tous les ans, j'en fais un. C'est bien déjà. Oui, mais souvent, on le fait une fois par an, mais t'imagines, un an, c'est long. Et 2, toi, quand tu le fais une fois dans l'année, t'es pas à l'aise avec l'exercice. Et le collaborateur qui est reçu une fois dans l'année, pareil, il n'est pas à l'aise non plus. Et si tu lui expliques lors de cet entretien duel que il y a un problème de rentabilité, ça fait 1 an qu'il est là, le problème de rentabilité. Donc psychologiquement, pour le collaborateur, c'est hyper violent. Donc tous les mois, au moins on fait des réglages réguliers sur ce qu'on doit faire, pas faire, et la direction dans laquelle on va, et comment se sent notre collaborateur. À l'heure où le bien-être dans les équipes, c'est fondamental. Et je rajouterai une petite chose, si on veut que le manager soit en phase avec lui, et qu'il soit en confiance, et qu'il ait du bien-être, il faut qu'il soit armé avec des outils, des méthodes, pour pouvoir être en pleine possession de ses moyens dans son rôle. Et ça prend. Et ça passe par la formation, c'est sûr. Ça fait le lien aussi avec une autre erreur que tu voulais aborder sur la reconnaissance. Oui, oui. Ça fait le lien. Oui, ça c'est sûr. Ça fait partie des erreurs aussi, c'est d'avoir peur d'exprimer sa reconnaissance à ses collaborateurs, parce que derrière, on se dit, mais si je lui dis trop que c'est bien, il va ou elle va me demander une augmentation. Ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait, parce que déjà, c'est des choses qui nous a un peu inculquées. C'est attention, ne dis pas trop que c'est bien, parce que sinon, il va te demander une augmentation. Et ça, on l'entend encore au plat de repas, je veux dire, c'est hyper ancré. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, tu viens avec des bagages, tu dis, faut pas dire que c'est trop bien, parce que derrière, on va me demander une augmentation. Okay. La deuxième, c'est, putain, en plus, si on me demande une augmentation, comment j'y réponds? Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Et du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'en avais peur. Donc, pour moi, en tout cas, les conseils que je pourrais donner, déjà, c'est de ne plus en avoir peur. Je préfère qu'une demande d'augmentation soit formulée, débattue, plutôt qu'elle soit enfouie sous le tapis, qu'un jour elle nous, entre guillemets, nous pète à la gueule. Ouais. Quand elle sort du tapis, cette augmentation, cette demande, il est souvent trop tard. Parce que le collaborateur, il a presque déjà fait ses valises. Donc, pour moi, c'est important déjà de mettre à l'aise et de se dire, oui, c'est pas un sujet tabou, on peut l'aborder. Et c'est juste derrière, on y met des explications. Et ça, c'est le point essentiel. Maintenant, on met des explications. Comment? Lesquelles? Et là, pour le coup, on est en plein dans la formation Je pilote mon business, où on va expliquer la rentabilité d'un centre de coiffure.
Donc sans rentrer dans des grosses complexités, et d'ailleurs il y a une vidéo sur YouTube où je parle de la masse salariale, poids des salaires par rapport au chiffre d'affaires, et c'est juste expliquer tiens aux collaborateurs, voilà, dans une entreprise, c'est sur 100 € qui rentrent, et tu as 35 € qui partent pour payer les charges fixes variables de l'entreprise, le loyer, l'eau, l'électricité, la banque. Derrière, tu as 10% de produits, et puis derrière, tu as 50% globalement, c'est ton salaire. Donc si tu regardes bien, à travers tout ça, il reste 5%. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'aujourd'hui, les collaborateurs aient connaissance du chiffre qu'ils doivent faire, parce que s'ils le dépassent, ça veut dire que potentiellement, derrière, ils peuvent prétendre à des augmentations. Il ne faut pas avoir peur d'une augmentation, à partir du moment où derrière, on peut l'expliquer, et qu'on a la vraie volonté de l'expliquer. Et il y a un moment donné, on ne peut pas manager des collaborateurs si on n'a pas un minimum de chiffres à l'appui. Parce que les chiffres, c'est quoi? C'est mesurer. Les chiffres ne mentent pas. On sait si on est au-dessus, on sait si on est en dessous. C'est pas compliqué. Et effectivement, dans une augmentation, il y a deux choses. Il y a à la fois le savoir-faire, chiffre d'affaires, et il y a aujourd'hui l'attitude. Moi, j'ai rencontré dans ma carrière des gens qui ne faisaient pas forcément le chiffre d'affaires qu'il fallait. Par contre, il y avait un comportement, une attitude des gens hyper volontaires, hyper investis, hyper professionnels, avec des vraies qualités, mais qui avaient des qualités qui représentaient des défauts. C'est-à-dire quelqu'un qui est très perfectionniste, l'inconvénient c'est que parfois c'est un peu... Et du coup, le manque de rapidité faisait qu'on n'arrivait pas à avoir le volume. Donc effectivement, avec cette personne-là, on avait passé un deal. En disant, écoute, si tu fais un effort de ton côté, soit sur de la revente ou sur d'autres leviers, on fera l'effort aussi. Et parfois, je pense aussi qu'un collaborateur a besoin de l'entendre pour la valorisation de son travail sans sous-entendre une augmentation derrière. Et oui, l'un des critères numéro 1 qui fait que les coiffeurs aujourd'hui quittent les salons, c'est le manque de reconnaissance. Donc ça c'est important. Et il y a autre chose, c'est que dans cet aspect-là, un souci que je rencontre aussi aujourd'hui, c'est un problème de perception. Ce problème de perception, c'est quoi? C'est qu'en fait le collaborateur, il n'a aucune idée du chiffre d'affaires qu'il doit faire pour se dire que c'est bien. Donc il imagine que le chiffre d'affaires qu'il fait est bien. Et donc pour lui, il bosse quoi. Alors que finalement ça suffit pas. Mais c'est pas de sa faute si lui il n'en a pas conscience. C'est l'amalgame aussi, tu parlais de pédagogie, entre le chiffre d'affaires que tu vois que tu fais et puisque finalement le salon touche oui. Non, effectivement, cet amalgame entre moi je vois sur l'écran il y a 5 000 € de chiffre d'affaires, ou je prends un exemple plus simple, il y a 6 000 € de chiffre d'affaires TTC, bon déjà il faut prendre conscience qu'il y a 1 000 € qui partent pour la TVA déjà. Derrière ça, effectivement, il y a les charges de l'entreprise, de fonctionnement, etc. Puis sur les salaires, il y a des charges aussi, salaire net, brut, et coût pour l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, c'est oublié. Ou je dirais, c'est pas connu. Et moi, c'est pareil. Et pourtant, je suis fils d'entrepreneur. Moi, quand je gagnais 1 500 €, je me disais, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires et il a mis 3 500 € dans la poche. Moi, je veux ouvrir un salon de coiffure. Ouais. Et en même temps, je pense que le manager, lui, il a du mal aussi à se dire qu'il est à l'aise avec les chiffres, et notamment avec les chiffres de ses tarifs. En fait, ça fait partie, moi aussi, de mes erreurs en management. Pourquoi? Effectivement, j'avais peur d'augmenter mes tarifs. Je me suis dit, je vais perdre des clients. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a prouvé, on a fait des calculs et des estimations chez Négotion. Si tu augmentes de 5% tes prix, je peux te dire que c'est sûr, même si tu perds certains clients, qui sont souvent pas les meilleurs, parce que c'est ceux qui viennent et qui sont à 1 € près, donc qui viennent pas pour toi, ton savoir-faire, ta prestation, tu gagnes quand même de l'argent. C'est sûr aujourd'hui, c'est prouvé. Moi, j'avais du mal à facturer, je suis passé par là, sauf qu'à un moment donné, ce qui m'a fait changer, c'est de rencontrer des gens où finalement, moi j'avais peur de leur prendre 5 € ou 10 € ou 15 € pour un soin, et puis je m'apercevais que en fait, ils arrivaient avec des super belles voitures, ils partaient dans des destinations de vacances que je pouvais jamais me payer, et c'est là où moi je me suis dit, attends, il y a un problème quoi. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, faut que je facture quoi. Et puis en fait, ça m'a dédramatisé les choses en me disant, en fait, ils sont pas à 1 € près. Et le plus gros problème aujourd'hui, et c'est aussi en prenant du recul que moi je l'ai identifié, c'est que dans la coiffure, nous coiffeurs, on est trop fixés sur l'acte en elle-même. C'est-à-dire qu'on va se dire, là j'ai fait un soin, ça va, c'est pas pour ce que ça me coûte que je vais couler le salon. Sauf qu'on oublie qu'en fait, quand on fait un soin, c'est pas le produit que le client paye. Il paye la marque derrière ce produit et toute la technologie qui a été mise en place. Il paye le professionnel qui a mis 5, 10, 15, 20 ans à savoir appliquer ses soins au bon moment, au bon endroit, aux bons cheveux, savoir les rincer parfaitement, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce que paye le client quand il s'offre un soin, c'est un produit, oui, c'est une marque qui est derrière, c'est de la recherche, c'est une expertise, c'est un professionnel et c'est surtout un résultat. S'il y a du résultat derrière, on est prêt à payer. S'il n'y a pas de résultat, on ne pourra pas payer. Et je prends un exemple aujourd'hui, et c'est quand on me dit oui mais Cyril, j'ai fait juste une coupe, j'ai juste coupé les pointes, mais t'as mis combien de temps à savoir couper que les pointes? Un exemple juste par exemple pour la coloration, souvent on dit j'ai juste fait les racines, mais combien d'années on met pour connaître sa colorimétrie par cœur, pour savoir appliquer juste la racine et pas plus, pour pas charbonner les longueurs? Combien de temps on a mis à savoir l'appliquer en un temps record pour pas qu'il y ait des temps de pause trop conséquents sur certaines parties, à savoir les rincer, à savoir l'adapter à chaque cheveu pour pas qu'il y ait de barres? C'est ça qui paye en fait aujourd'hui, et c'est hyper puissant.
Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'on va justifier une demande d'augmentation par des charges qu'on augmente. On dit oui, mais la vie c'est compliqué, vous vous rendez compte. Donc on fait ce que je dis souvent, le relais de BFM TV. Non, je vais plutôt valoriser l'expertise que j'ai en disant oui, madame la cliente, on a revalorisé nos services parce qu'on veut vous offrir le meilleur, parce qu'on se forme, parce qu'on a de l'expertise, parce qu'on travaille avec des belles marques. C'est pour ça qu'on a revalorisé nos tarifs. Et oui, éventuellement, bien sûr, il y a le coût de la vie qui augmente aussi. Mais avant toute chose, revalorisons nos tarifs par notre expertise. D'ailleurs, que tu parles de valeur et de revaloriser les choses, toi, dans tes objectifs et tes ambitions, des fois, tu donnes de la valeur sur des sujets et c'est des sujets qui sont bien précis. Et du coup, de se dire, bon, bah, on va le faire de façon approximative, à peu près, et se dire que ça suffira et que c'est pas grave. Est-ce que toi, ça a été un sujet que tu as traversé? Oui, je dirais que c'est très lié avec le recrutement d'ailleurs. Une des erreurs que j'ai fait, c'est d'accepter l'à peu près. C'est pas parfait, mais tant pis. Au début, bah oui, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait, et ça c'est pas parfait, mais tant pis. Et puis finalement, tout ça, c'est pas parfait, mais tant pis. Et puis à un moment donné, on se dit, bah oui, mais du coup, je vais pas mettre la tête dans le guidon, je vais pas lui dire à cette collaboratrice-là que bah ça c'est pas ok, de peur de la vexer ou parce que je sais pas comment lui dire. Et du coup, en fait, bah on nuit à son entreprise, forcément. Et donc aujourd'hui, je dirais que les entreprises qui réussissent, quand je dis réussite, c'est financier, oui, mais c'est aussi des belles structures, des belles équipes, des beaux projets. Bah c'est des gens qui sont exigeants. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose. Il y a toujours des détails. On peut toujours mieux faire. C'est jamais complètement parfait. Mais entre c'est pas parfait, mais c'est déjà super, et le bon, ça passe, il y a deux salles, deux ambiances. Ce qui peut arriver de pire à un manager, c'est d'accepter l'à peu près et de se convaincre que ça fait le job. Et après, c'est un curseur. Il y a des enjeux. C'est-à-dire que la coupe aurait peut-être besoin d'une heure pour qu'elle soit parfaite. Et là, on a 45 minutes, donc on va la faire parfaite en 45 minutes. Voilà. Et c'est ça l'idée. En tout cas, c'est d'éviter et de ne pas se conforter dans l'à peu près et de ne pas l'accepter pour nous, pour l'équipe, encore une fois. De toute façon, il y a un truc, c'est que c'est jamais tout noir et c'est jamais tout blanc. Souvent, c'est nuancé. La plupart des managers que je rencontre, ils vont me dire oui, mais celle-là, elle travaille bien, mais elle a vraiment un mauvais comportement. Je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais est-ce qu'il est mauvais au point de nuire à l'équipe, à la clientèle et au salon? Non. Ok. Je vais chercher des réglages. Mais si c'est oui, la réponse, faut changer. Et pour moi, là, c'est le même principe. Et oui, je vais me séparer d'elle, mais c'est dommage, elle est super, elle a un super comportement, mais elle travaille pas bien. Bon, bah, c'est comme ça. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. Ça ne nous empêche pas d'être amis dans la vie après. Et bien, écoutez, les amis, j'espère que ces conseils vont vous apporter des réponses. Et oui, personne n'est parfait. L'idée, c'est de viser la perfection. Et pour moi, c'est ça vraiment le projet. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Vous pouvez nous retrouver partout, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, mesdames. Merci à toi. Ciao, bye bye. Ciao.